L'évolution du métier de charpentier a permis l'émergence de nouveaux bâtisseurs. Le bois repousse les limites de son usage. Les entreprises du secteur sont en pleine mutation. Ossature bois et préfabrication bousculent les idées reçues. Le bois s'immisce dans quantité de lieux où on ne l'attendait pas. Il s'associe avec les autres matériaux dans une mixité bien comprise. L'horizon se dégage. L'objectif de 20% de part de marché dans la construction dès 2020 paraît à portée de main. Comment faire pour l'inscrire dans la réalité? Aujourd'hui, 5 grands enjeux nous paraissent essentiels. À l'heure de la mondialisation, l'achat du matériau bois n'échappe pas aux fluctuations qui affectent les matières premières. La majorité des constructeurs français se fournissent sans difficulté sur les marchés européens où l'offre est souvent plus conséquente et plus concurrentielle que l'offre locale. Si cette fluidité est indispensable pour assurer la régularité des approvisionnements, seul le développement d'une offre locale garantit la sécurité de la filière. L'Office national des forêts est le premier opérateur économique de la forêt et gère à lui seul 4,6 millions d'hectares de bois en métropole. La production de ces forêts représente 40% du bois mis sur le marché en France. Pascal Vinet, son directeur général, nous explique comment il est possible de mobiliser plus de bois dans nos forêts. Dans le cadre de la démarche que nous avons conduite au cours de ces derniers mois, l'Office s'est pleinement inscrit dans le protocole qui a été signé au moment du Grenelle de l'environnement avec France Nature Environnement, les communes forestières, les propriétaires privés, un protocole qui vise à produire plus tout en préservant mieux. Nous avons fixé, si j'ose dire, les limites de ces volumes. Donc ces volumes sont aujourd'hui définis, ils sont au maximum de 6,8 millions de mètres cubes pour la forêt domaniale et entre 10 et 11 millions de mètres cubes pour la forêt communale. Aujourd'hui, quand on regarde la cartographie et l'historique de production de bois, nous avons une forêt qui est aux 2/3 une forêt feuillue. Si je caricature, la demande industrielle est plutôt du résineux. Donc on a effectivement un décalage par rapport à la demande et par rapport à l'offre. Ce décalage recèle un risque potentiel de déficit pour notre commerce extérieur. Malgré tout, en France, des scieurs arrivent à créer une offre compétitive de produits de construction. L'entreprise Pictobois, fondée en 1946, transforme depuis son origine des bois issus de forêts se situant dans un rayon de 300 km autour de la Syrie. Elle produit plus de 250 000 mètres cubes de produits bois, notamment des bardages et des bois lamellés-collés de grande longueur, issus d'essences locales de Douglas, pin et épicéa. Pierre Pictot, son directeur, nous explique sa stratégie. Pour avoir un prix, il faut faire certains volumes. Aujourd'hui, sans des investissements importants et sans du matériel approprié, il est très difficile d'être placé au niveau du prix. Quand on sait que la concurrence est étrangère et surtout le fait d'entreprises très très importantes. Donc aujourd'hui, le fait qu'on ait pu passer ce seuil qui est de produire en bois raboté aujourd'hui près de 250 000 mètres cubes de matière, nous a permis d'investir dans du matériel suffisamment compétitif pour être bien placé dans tous les produits de la construction. Globalement, lorsqu'on regarde sur une vingtaine d'années, les prix ont peu augmenté pour le matériau bois. Et ce matériau est sur un marché mondial, donc lorsque les prix bougent en France, ils bougent aussi à l'extérieur. Certainement, les gens qui s'approvisionnent avec du bois français ont une stabilité supérieure, puisque les bois d'importation servent souvent à faire le tampon entre une plus forte demande et une moins forte demande. Face à une concurrence internationale sur le marché des produits de construction, des scieurs sont aujourd'hui capables de fournir des produits locaux correspondant à la demande de leurs acheteurs. Mais à terme, la ressource française sera-t-elle suffisante si le marché de la construction bois prend son essor? Non, aujourd'hui, la ressource locale suffit. Nous récoltons aujourd'hui tous les bois des plantations du FFN, des plantations FFN. Donc ces plantations ont été importantes il y a environ 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, on est en pleine récolte.
Donc il y a beaucoup de bois aujourd'hui à récolter dans la partie ouest de la France particulièrement, parce que c'est la partie qui a été le plus replantée à cette époque. On sait que depuis 15 ans, 20 ans, il y a un certain laisser-aller dans les plantations. On le voit nous dans nos exploitations, puisque derrière nos exploitations, on se rend bien compte que les forêts ne sont pas toujours replantées. Un chiffre, il y a 30 ans, la forêt publique plantait 35 millions de plants. Aujourd'hui, 5 millions de plants. C'est-à-dire que nous avons divisé par 7 le nombre de plants en 30 ans. Nous avons, au cours des dernières années, fait plus de place à la régénération naturelle, en particulier après les tempêtes de 99. Donc nous nous adaptons à cette situation et nous la prenons en compte. Mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est important. Les enjeux de long terme ne se décident pas, ils se discutent. Ils doivent se discuter tout au long de la filière, et notamment avec les citoyens. Et on doit avoir cette discussion sur l'ensemble de la filière. Pour ma part, j'appelle de mes vœux, évidemment, un travail des deux interprofessions, France Bois Forêt et France Bois Industrie, qui puissent travailler ensemble au profit de nos concitoyens sur la valorisation du bois. L'État doit prendre conscience, les propriétaires doivent prendre conscience qu'il y a un effort très important à faire. Aujourd'hui, nous aurons du bois pour les 20, 30 ans, 40 ans à venir, puisque les bois sont déjà plantés. Mais le problème pourrait se produire dans 30 ans, 40 ans, si on ne plantait pas rapidement. Aujourd'hui, il y a une solution, c'est les taxes carbone. L'État français va recevoir des sommes énormes, importantes de taxes carbone, dont une partie doit revenir à la forêt, et une partie substantielle, justement, pour les plantations et pour la mobilisation des bois en forêt. Cette solution devrait apporter une aide et devrait faire redémarrer les plantations ou les semis dans nos forêts. L'approvisionnement est donc un sujet sous tension, auquel il est nécessaire de trouver rapidement des solutions, d'autant que le temps forestier est beaucoup plus long que le temps économique ou politique. L'exemple que vous citez sur la construction de bois est un très bon exemple. Il est au service de nos concitoyens, qui sont tous très marqués aujourd'hui par les questions de logement. Donc si la filière bois peut fournir demain des maisons à un prix acceptable et raisonnable pour les Français, et si la filière française peut fournir le bois nécessaire à ces constructions, je crois qu'on a un sujet extrêmement intéressant et en tout cas extrêmement porteur, et qui doit permettre à l'ensemble de la filière d'apporter une réponse cohérente du producteur jusqu'au consommateur, du bois jusqu'à la maison, pour nos concitoyens. Et là, en tout cas, je trouve, à titre personnel, que c'est un défi extrêmement motivant pour l'ensemble de la filière et pour les agents de l'Office national des forêts. L'enjeu est important pour la forêt française de demain. Replantation, régénération naturelle, choix des essences. Au carrefour de la sylviculture et de l'industrie, seule une large concertation de l'ensemble des acteurs permettra d'élaborer une politique durable de la ressource. Au-delà de la sécurisation des approvisionnements, la filière bois-construction doit s'emparer de nouveaux marchés. L'effort constant d'investissement de certaines entreprises les ont fait passer du stade artisanal à celui d'entreprise industrielle. L'entreprise Culier, créée il y a 40 ans par Gilles Culier et son frère, a été témoin de l'évolution du métier au cours de ces dernières années. Amélie Denis, fille du cofondateur et actuel PDG de l'entreprise, revient avec nous sur ces transformations. La vraie révolution en termes d'investissement a été les centres d'usinage. Et puis les lignes, puisque nous en avons deux, les lignes d'industrialisation des panneaux qui ont été des investissements lourds en 2000 avec la création d'un bâtiment. Mais ça correspondait effectivement à un tournant dans le développement de l'entreprise. L'entreprise est parfois plus difficile à mener dès lors que nous avons 200 personnes, mais c'est aussi plusieurs métiers et c'est aussi une grande richesse dans cet environnement parfois chahuté. Nous nous sommes rendus sur un chantier de logement collectif commandé par les foyers de Seine-et-Marne, société anonyme d'HLM fondée en 1925. Ce bailleur social a une activité de construction de 400 logements par an en locatif et de près de 200 logements en accession à la propriété.
Olivier Barry, son directeur, qui n'en est pas à sa première opération bois, nous parle de l'évolution des projets bois en collectif. Ça n'est pas la première opération bois des Forêts de Seine-et-Marne, puisque nous avons commencé dans les années 80 à construire en bois, à l'époque de Villabois. C'est une opération particulière, tant sur le mode constructif que sur l'importance du nombre de logements, puisque nous travaillons avec l'entreprise BH et que c'est la plus grosse opération au niveau national pour BH, puisqu'elle compte 75 logements. Une opération de cette taille est extrêmement encourageante pour les entreprises de la filière bois construction. La confiance de la maîtrise d'ouvrage face aux matériaux renforce cette vision. Alors il répond pleinement à nos attentes en matière de logement social. Il y répond parce que nous avons un niveau de performance en termes de performance énergétique qui est parfaitement compatible avec nos obligations. Nous sommes en BBC et Finergie. Le choix de la construction bois, notamment en matière d'accession à la propriété, est un choix important aujourd'hui, puisqu'on mesure ô combien les effets du Grenelle de l'environnement ont touché la population. On a aujourd'hui toute une clientèle qui est soucieuse, en tout cas de l'achat qu'elle fait, et elle souhaite faire des achats durables. Le bois est un excellent vecteur en la matière, puisqu'il symbolise bien la question du développement durable. Il va le devenir d'autant plus qu'on intègre forcément la réglementation BBC, parce que effectivement le niveau d'exigence ayant augmenté, on commence à comparer des choses qui sont plus facilement atteignables pour nous. Le produit bois est vraiment adapté à ces exigences. L'ensemble des tests qu'on a pu faire sur nos réalisations aujourd'hui, sans nouveaux développements, sans nouveaux moyens apportés à notre concept mur, permettent de passer les exigences futures demandées. La complexité de ces chantiers importants oblige la filière bois construction à s'engager dans une réflexion sur l'organisation chantier. C'est pourquoi une compréhension mutuelle de la maîtrise d'ouvrage et des entreprises est essentielle pour continuer à progresser sur ce marché. Alors, la construction bois commence à répondre à nos attentes en matière de délai, on progresse. Depuis une dizaine d'années, on voit ô combien la question du délai dans la construction bois est un argument effectivement pour les maîtres d'ouvrage. Il est moins vrai en phase de chantier. Toujours est-il que les entreprises se forment, grandissent et commencent aujourd'hui à avoir en termes de délai, répondre en tout cas aux objectifs qui étaient les nôtres, c'est-à-dire construire plus vite et construire mieux. C'est vraiment la démarche de définition en amont, précision en amont, et ensuite tout tourne. Là-dessus, par rapport à ce qui existe aussi aujourd'hui, nous sommes parfois interpellés sur des délais. Mais là encore, il faut concevoir un délai global et ne pas faire cette découpe qui existe dans la construction traditionnelle entre la période préparatoire, qui est généralement d'1 mois. Vous imaginez la mise au point de l'ensemble des détails en 1 mois ou 2 mois sur une affaire de 200 logements. Ça ne se conçoit pas bien. Donc c'est ça aussi, c'est l'apprentissage d'un autre mode productif où tout est défini en amont, ça prend plus de temps, ça oblige, ça aussi, les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre à se décider, parce que si ce n'est pas décidé, ce n'est pas dessiné et ça ne peut pas se fabriquer. En 20 ans de temps, notre sentiment en tant que maître d'ouvrage, c'est de considérer qu'on est passé de l'artisanat à aujourd'hui, à Vers-Saint-Denis, à quelque chose qui ressemble plus à de l'industrialisation. Donc les process entre l'artisanat et l'industrialisation sont tout à fait différents. On n'oublie pas également que le monde du bois est un monde qui doit effectivement se former, notamment au management de nos chantiers et aux obligations de pilotage de nos chantiers. Le déficit de construction de logements reste un problème majeur dans certaines régions. La filière bois construction apporte aujourd'hui un véritable élément de réponse par sa capacité à produire rapidement des éléments préfabriqués. Placer du bois dans les chantiers de logements collectifs implique l'usage d'un outil industriel. Cet outil industriel et la capacité des entreprises à maîtriser la phase chantier sont les atouts pour convaincre la maîtrise d'ouvrage social. Les entreprises de construction bois sont majoritairement des TPE. Il leur est donc difficile de répondre aux projets d'importance, alors que les politiques publiques, pour contrer la crise du logement, intensifient leur volonté de développer de grands projets constructifs. À terme, les acteurs historiques de la construction bois pourraient se voir exclus des grands chantiers, faute de pouvoir fournir les volumes demandés. Nous nous rendons en Vendée, à Saint-Florent-des-Bois, sur le site d'une maison d'accueil spécialisée
comportant un lot bois qui représente jusqu'à 10% de l'ensemble de l'ouvrage et qui, avec la menuiserie extérieure, fait passer la part du bois à 20%. Georges Delrieux, président du groupement Axe 303, qui a réalisé ce projet, revient pour nous sur la création de cette société. Depuis l'année dernière, donc avec 5 autres entrepreneurs de la région, nous avons créé une entreprise, Axe 303, c'est une SAS, pour être un acteur de la construction au niveau des grands projets de notre région Pays de la Loire. Alors, il y a 2 objectifs dans l'entreprise. Il y a un premier objectif qui est de créer 10% de chiffre d'affaires en plus pour chaque associé. Et ça, c'est un objectif économique directement mesurable pour chacun. Et surtout, il y a un objectif de mettre en place le métier de la construction bois en numéro 1 dans les chantiers, et de ne plus être sous-traitant d'entreprises spécialisées dans les tout corps d'État. Ça nous permet effectivement de prendre des chantiers plus importants qui déséquilibreraient nos entreprises. Alors qu'en les partageant à 2, 3, 4, voire 6, eh bien on ne déséquilibre plus nos entreprises. Et deuxièmement, ça nous permet d'être en lien direct avec la maîtrise d'œuvre, avec les architectes, avec les bureaux d'études techniques, et ça nous permet de participer à l'exécution des chantiers. On a répondu à 6 marchés, essentiellement en appel d'offres, publics et privés. On en a remporté 4 sur les 6, on peut estimer que c'est effectivement un taux de réussite très élevé. Une des préoccupations quand on a créé tous les 6 Axe 303, ça a été de vouloir garder les emplois dans notre région, de pouvoir continuer même à développer les emplois dans la région. Et, on est dans le monde de la mondialisation, nous on estime qu'on doit faire de la micro-mondialisation, c'est-à-dire qu'il est important que l'économie locale s'enrichisse d'elle-même. La mutualisation et la mise en réseau constituent une voie alternative de puissance et de stabilité facilement accessible aux PME qui acceptent cette révolution culturelle dans le monde des entreprises. À la veille de l'année internationale des coopératives, il est temps d'entamer une véritable réflexion sur la structuration des entreprises de la construction bois et d'imaginer comment le tissu économique peut évoluer. La coopérative peut être une première piste. Nous avons donc rencontré la secrétaire générale de COPFR, l'organisation représentative du mouvement coopératif français. Les coopératives représentent une force économique, un poids économique important en France. Il y a 21 000 entreprises coopératives qui regroupent, si l'on intègre les entreprises associées, qui représentent près de 900 000 emplois. Et c'est la majorité des coopératives, des petites PME, voire des TPE, qui représentent environ 80%, je pense, du secteur du paysage coopératif. La coopérative fonctionne en suivant plusieurs règles, et dont, j'en citerai quelques-unes, les plus importantes, le principe démocratique. Dans une coopérative, les décisions se prennent sur la base du principe « une personne, une voix ». Les valeurs de la coopérative sont essentiellement la solidarité, repose aussi sur l'idée d'un projet collectif mené par les sociétaires et les membres de la coopérative tous ensemble. La coopérative va donc aussi leur permettre, par le regroupement, de pouvoir répondre à des appels d'offres ou de faire face à des enjeux d'une taille auxquels ils ne pourraient pas répondre individuellement. La coopérative n'est pas un projet individuel au service de l'un ou de l'autre, ou du plus fort ou du plus riche. La coopérative est un modèle encore peu répandu dans la filière bois construction. Il constitue pourtant une opportunité originale de développement. Et la coopérative ne vient pas suppléer ou remplacer les organisations membres. Elle vient apporter ses services, elle vient apporter son appui. Les coopérateurs ou les entreprises membres, justement, gardent leur autonomie et leur indépendance et peuvent poursuivre leurs activités et utiliser les services de la coopérative selon leurs besoins. De retour sur le chantier de la maison d'accueil avec Georges Delrieux. En plus d'être président d'Axe 303, son entreprise Le Duramen fait partie de la coopérative ACV, Artisan Constructeur Vendéen. Pour lui, le réseau est obligatoire s'il veut progresser et prendre de nouveaux marchés, et la coopérative répond à ses attentes. Donc c'est une forme de groupement qui est différente, qui dans le cadre de la construction de maisons individuelles a tout son intérêt, puisqu'il s'agit de complémentariser les corps d'État avec un projet complet pour le particulier. Ensuite, la coopérative de construction ACV Maison Bois, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Elle nous apporte la possibilité de réaliser des maisons dans la légalité, avec un vrai contrat de construction, des assurances, des garanties pour les clients. Le réseau, c'est des réponses techniques, c'est aussi des informations
sur les hommes. Je ne peux même pas imaginer de diriger une entreprise sans faire partie de réseaux. On peut effectivement dire je réussis tout seul, j'ai réussi tout seul. D'abord, c'est une illusion. Et on est beaucoup plus heureux d'arriver à construire quelque chose à plusieurs. Les stratégies d'entreprise sont multiples et leur mise en œuvre doit répondre à des objectifs clairement identifiés. Il semble que les stratégies d'alliance répondent à des préoccupations de renforcement et de stabilité des acteurs économiques du secteur. Elles nécessitent une culture d'ouverture et une bonne dose de confiance de la part de ceux qui s'y engagent. Comme elles semblent se développer, elles portent un espoir certain de libre arbitre pour des PME parfois malmenées par la concentration des moyens de production. Le bois rencontre parfois des freins réglementaires à son utilisation dans le bâtiment. Pourtant, il répond aux exigences requises, lui permettant ainsi d'apparaître de plus en plus souvent là où on ne l'attend pas. Nous nous sommes rendus à Montreuil, en banlieue parisienne, sur un chantier réalisé par l'entreprise Socopa. Ce projet de 630 m² de Chaulnes est un immeuble de ville BBC R+5 en deuxième famille. Son coût de construction de 1 470 € le mètre carré est concurrentiel au regard de la complexité de l'ouvrage. Nous avons rencontré Mathias Romvos et Didier Sauvage, l'équipe de maîtrise d'œuvre du projet. Temps de chantier, nous avons duré donc 3 semaines et demie. En 3 semaines et demie, nous avons fait le hors de hors d'air, ce qui est extrêmement important parce que tout bon maître d'ouvrage a sa plus grande angoisse est d'avoir un bâtiment viable. Donc en fait, avec le bureau d'études S2T et l'agence Graham, on a essayé d'exprimer ou d'expliquer au maître d'ouvrage que historiquement, dans cet espace-là, dans ce lieu-là, dans ce territoire-là, on avait une légitimité à construire un bâtiment en bois et de le monter jusqu'à 5 étages. Mathias Romvos avait quand même auprès du maître d'ouvrage insisté sur certains points de détail et on était même allé jusqu'au système constructif qu'on allait mettre en place. Et donc S2T, à partir de là, a apporté une certaine validité technique voilà, pour le maître d'ouvrage et même au niveau de l'agence Graham, on savait exactement ce qu'on faisait. Outre le fait de convaincre la maîtrise d'ouvrage, il était aussi nécessaire de mettre en avant des solutions techniques éprouvées pour répondre aux problèmes de résistance et de stabilité de l'ouvrage. On est parti, nous, en amont avec M. Sauvage, sur l'idée de travailler sur chaque niveau, travaillerait, lui, son propre contreventement, sa propre stabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à un bâtiment dans lequel nous allions travailler sur son contreventement, donc sur les déformations du bâtiment, non, nous là, on travaillait comme une boîte en carton, une boîte de craie. Nous avons une cage d'escalier, elle, en béton, qui est qu'on appelle nous ici une arête dorsale. Donc chaque boîte vient autour de cette colonne dorsale et elles sont elles-mêmes contremontées et rattachées à cette colonne en béton qui, elle, vient raidir un peu cet élément-là. Des systèmes éprouvés, c'est-à-dire que c'est le système ossature bois classique, hein, avec des montants, enfin un cadre en bois avec des montants et puis des voiles de contreventement. Ça pour les murs, et puis au niveau des planchers, le même principe, un solivage bois massif avec des panneaux de contreventement dessus, le tout liaisonné aux parois pour bien sûr emmener les efforts sur les parois, que ce soit au niveau de la cage d'escalier ou au niveau des parois qui devaient reprendre un peu de soulèvement. Le bois est donc capable de répondre à des problématiques complexes et la filière bois construction paraît mature pour se lancer dans de tels ouvrages. Convaincre nécessite de s'appuyer sur des images fortes et des chantiers emblématiques. Sophie Bourgeois, architecte, et Jacques Anglade, bureau d'études, nous reçoivent sur un chantier atypique situé en plein cœur de la capitale. La Comédie Française a été rénovée dans les années 70, donc toutes les parties techniques commencent à devenir obsolètes. On a des gros problèmes sur la Comédie Française pour les traitements d'air et la production de froid. Et il nous restait du reliquat d'amiante qui a été mis aussi dans les années 70, bien sûr. Donc devant l'ampleur des travaux, pour les réaliser, on avait demandé une fermeture de 1 an. Fermer la Comédie Française 1 an est assez problématique et assez compliqué. La rénovation de la salle Richelieu obligeait à trouver un lieu de substitution dans un périmètre proche. Location excessive des théâtres environnants, prix exorbitant pour l'installation d'une tente dans le jardin des Tuileries, la réalisation d'un théâtre temporaire en bois au cœur du jardin du Palais Royal jouxtant la Comédie Française s'est imposée comme une solution adaptée et durable puisque le théâtre sera démonté et revendu.
L'enjeu, c'était de construire vite, d'être démontable et donc pour pouvoir construire vite, d'avoir les éléments les plus grands possibles. Et le problème, c'est l'entrée de la bouche pour avaler tout ça. Et l'entrée de la bouche, vous l'avez là, c'est-à-dire c'est 2,40 m en bas, 2,50 m de large un tout petit peu plus haut et les 5 mètres qui sont là. Donc en fait, il fallait prendre les éléments les plus constitués possibles. Là, c'est des ensembles très compacts, donc très lourds, donc très volumineux. Et le pari, c'est de pouvoir rentrer avec ces panneaux, comme vous avez vu, qui sont énormes, les panneaux de toiture pèsent 3,5 tonnes. Au final, des traits communs dominent ces rencontres. Travail d'équipe, minutieuse phase d'étude, concertation, conviction et réponse adaptée aux besoins. Également qui a participé au succès de l'opération, à mon sens, c'est le fait que l'agence Gram a l'intelligence aussi d'associer très rapidement le contrôleur technique. Dès le début, on a pu faire valider tous les principes constructifs, les matériaux, etc. Si bien qu'après, on savait qu'on n'aurait pas de problème à ce niveau-là. Parce que c'est une sacrée aventure qui a été faite. Donc effectivement, la Comédie Française est maîtrise d'ouvrage, mais elle n'aurait rien pu faire sans une maîtrise d'œuvre compétente et trouver des entreprises qui ont suivi le challenge. Donc là, vous avez les deux piliers du trépied essentiel. Le troisième, c'est donc l'entreprise Charpente Cénoman, qui a relevé les gants avec pas mal de courage, parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a d'autres qui avaient dit ouais, mais qui se sont dégonflés pas mal. Si tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes, ces chantiers montrent clairement la formidable évolution de la construction bois. Une inscription réussie de nos traditions les plus anciennes, en matière de bâtiments dans un monde contemporain, en recherche de performance et d'équilibre. En résumé, l'affichage d'une certaine fierté assumée de la construction bois. La passion du matériau est un trait commun aux acteurs de la filière. De jeunes chefs d'entreprise fortement motivés se lancent sur ce secteur que beaucoup considèrent comme prometteur. Nous sommes allés à la rencontre de Pascal Brun, qui a créé il y a 4 ans l'entreprise de construction bois SoWood. Installée à Bain de Bretagne, la création de cette entreprise est née de la volonté de ses gérants de devenir indépendants et de proposer leur propre démarche qualité. Mon cœur de métier, c'est la charpente, et puis bon, sur la fin de mon Tour de France sur ces 10 ans, là, j'ai fait particulièrement d'entreprises de construction bois. Donc ça m'a plu, et puis le marché, étant ce qu'il est, je me suis orienté vers ça, quoi. Donc on a 6 salariés, et nous sommes 2 co-gérants. L'entreprise existe depuis 4 ans, depuis octobre 2007. En 2011, on aura eu une activité relativement linéaire, ce qui n'a pas été le cas les autres années. On s'est pas mal spécialisé en extension. Une des spécificités de l'entreprise, c'est qu'on réalise les constructions sur site. Donc on a un marché qui s'est ouvert sur l'extension en milieu urbain. L'idée, c'est que dans l'avenir, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, on s'orientera vers des marchés plus conséquents. On va te le faire. Je pense qu'il ne faut rien lâcher, quoi, à ce niveau-là. Il faut continuer à innover, à réfléchir, à développer. Le marché va vite, il faut suivre. Les incertitudes économiques actuelles fragilisent le marché, mais la construction bois conserve ses atouts. Je pense que la BAF est moins sévère pour nous que pour d'autres, en particulier sur l'étanchéité italienne, puisque nous, on avait culturellement, je dirais, parce qu'il faut protéger notre structure, on avait déjà ça. Donc on a des réflexes qui sont déjà acquis, quoi. Je pense que pour 2012, ça sera moins dur pour nous que pour d'autres. Ouais. Je suis plutôt confiant, ouais. Je pense que ça peut qu'aller de l'avant, quoi. Certes, les lignes sont tracées d'une stratégie de développement, et les acteurs sont souvent conscients du chemin à parcourir. Mais si les mutations sont engagées, il est urgent de poursuivre pour mettre en adéquation sylviculture et industrie pour développer l'offre locale, innover et investir afin de conquérir les nouveaux marchés, mieux se connaître pour travailler ensemble, maîtriser son matériau pour le faire progresser, rester passionné pour transmettre. 2020, c'est demain.